Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'ONAS. Je vais vous faire découvrir cette entreprise qui est l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Figurez-vous, chers téléspectateurs, que nous sommes à Cambérène, dans le projet de dépollution du nord de la ville de Dakar. Je suis entre M. Perdre le chef de projet, et M. Ousmane John. Nous sommes aujourd'hui à Cambérène. Je vois que les chantiers sont en train véritablement d'être menés par vos équipes. Parlez-nous de ce projet-là de dépollution de la ville nord de Dakar. Merci. Je rappelle que le projet de dépollution de la ville de Dakar est une initiative du monsieur le président de la République. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, il y avait des problèmes avec les populations de Cambérène. Et le président avait pris l'engagement de résoudre ce problème. Donc dans ce cadre, il a été prévu l'augmentation de capacité de la station d'opération de Cambérène. Pour la faire phase, c'est environ de 19 000 à 92 mètres cubes jour, mais aussi délocaliser le ministère en mer de Cambérène. Donc ce projet a pu être mis en œuvre avec l'appui de la Banque islamique de développement qui a appuyé le Sénégal, et un financement de 42 milliards a été mobilisé pour la mise en œuvre de ce projet. Je vais revenir un peu sur des questions basiques pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Nous sommes où exactement ici? Ici, on est au niveau de la station d'épuration de Cambérène, où une bonne partie des eaux de Dakar, globalement, provenant de 14 communes d'arrondissement, sont traitées avant d'être rejetées en mer. En mer, excellent. Et quelle est aujourd'hui l'utilité véritablement et l'impact de ce centre d'épuration-là sur les populations aujourd'hui environnantes? Les populations environnantes, d'abord, actuellement la station est saturée. Même si ce n'est pas les populations environnantes, mais les populations Dakar d'une manière globale, si vous passez au niveau de la route nationale, vous sentez des odeurs qui se dégagent à ce niveau. Il y a des débordements aussi qui entravent un peu la circulation, et tous ces aspects sont prévus pour être réglés dans le cadre de ce projet. Si vous vous souvenez aussi, il faut délocaliser le ministère en mer de Cambérène. Il y avait un problème sur ça. Et aussi, cette délocalisation aussi est intégrée dans le cadre de ce projet. Globalement, c'est au niveau des trucs, mais ça permettra aussi, comme je l'ai dit tantôt, aux eaux usées qui viennent de 14 communes d'arrondissement de Dakar d'être traitées convenablement pour être rejetées en mer, conformément aux normes environnementales en vigueur. Nous allons poursuivre cette immersion-là avec le chef de projet, directeur d'exploitation de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, M. Perdessi. Quelle est la prochaine destination? Bienvenue dans l'enceinte maintenant du chantier où se tient le projet actuellement. Donc ici on est à l'entrée, l'ouvrage que vous voyez ici, ce qu'on appelle donc l'ouvrage de relevage. Donc les eaux arrivent à ce niveau, ici vous voyez là où on travaille, et puis on va faire un relevage. Donc vous voyez ici, donc c'est l'ouvrage de réception des eaux. Ah d'accord, c'est ici que les eaux vont arriver. Être traitées. Arriver d'abord. Une fois la réception des eaux, vous voyez c'est beaucoup plus profond. Après on va faire le relevage par des vis d'Archimède. Ce qu'on appelle des pompes volumétriques, on va relever les eaux. Une fois que les eaux sont relevées, vous voyez l'ouvrage, parce que l'eau arrive à un niveau bas. Excellent. Après, arrive à un niveau bas, le relevage se fait. Ici, on a ce qu'on appelle l'ouvrage de pré-traitement. Donc, on va enlever ici, dans ce ouvrage-là, tout ce qui est corps solide. Parce qu'en fait, tous ces éléments-là n'ont pas d'intérêt dans la suite du traitement. Tout à fait. Voilà, on les enlève à partir de là. Une fois que c'est fait, à ce niveau-là, voilà, vous voyez les trois ouvrages-là, qui sont ce qu'on appelle les décanteurs primaires. Voilà, ici, on fait ce qu'on appelle une décantation. Les eaux vont être décantées ici pour enlever une bonne partie de la pollution. Voilà, donc on va épaissir ces éléments-là, les déchets, enlever l'eau, une bonne partie de l'eau, pour les concentrer. Une fois que maintenant c'est fait, les éléments-là vont être envoyés dans l'ouvrage qu'on appelle des digesteurs. Ces digesteurs-là, on est dans un milieu anaérobie, absence d'oxygène, où on a des bactéries qui ont la capacité de dégrader cette pollution-là. Carrément. En fait, cette pollution-là constitue une nourriture pour ces bactéries. Mais dans ce processus de dégradation, on produit ce qu'on appelle du biogaz. Voilà, donc c'est dans ces ouvrages fermés que vous voyez. Que vous allez produire du biogaz. Quelle sera l'utilité de ce biogaz? Le biogaz, oui, le biogaz qu'on va produire à ce niveau vont nous permettre maintenant de pouvoir faire fonctionner ce qu'on appelle des groupes électrogènes biogaz. Ces groupes-là vont produire de l'énergie électrique qu'on va réinjecter dans l'usine pour diminuer notre consommation énergétique. Donc ce projet-là englobe plusieurs volets. Alors ma dernière question, elle est sensible et stratégique. Vous savez que nous sommes dans bientôt l'hivernage.
il y a des régions au Sénégal qui ont commencé à pleuvoir et les assainissements posent un problème véritablement à tous les niveaux au Sénégal. Quelle est l'utilité et quel est le rôle peut-être de cette station d'épuration-là par rapport au combat véritablement que le gouvernement mène sur les assainissements dans les rues de Dakar, mais également la gestion de l'hivernage? Parce que vous voyez, pendant la saison de pluie, on a ce qu'on appelle, des réseaux d'eau pluviale, ce qu'on appelle des réseaux séparatifs. Ah, ok. Mais pendant la saison de pluie, on a ce qu'on appelle des réseaux unitaires. Les eaux usées se mélangent avec les eaux de pluie. Tout à fait. Voilà, donc cette situation-là, l'usine va nous permettre de pouvoir absorber ce surplus d'eau. Parce que je prends l'exemple des passages assassinis. On a 8 stations de pompage qui pompent et qui amènent les eaux au niveau de la station d'épuration de Cambérène. Pendant la saison sèche, où il n'y a pas de pluie, on pompe 500 000 m3 par mois. Et pendant la saison de pluie, on passe de 500 000 m3 à 1 million de m3. Vous voyez? Donc on double la capacité des stations de pompage. Et si on n'a pas une grande capacité en matière de traitement, pour accueillir ça, c'est des problèmes. C'est pour cela que le fait de passer après 19 200 000 à 92 000 va nous permettre de pouvoir prendre maintenant ce surplus. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'Office national de l'assainissement du Sénégal, dirigé par M. Lansana Gangui Sakho. Nous allons poursuivre, chers invités, la visite et la découverte des grands chantiers de l'ONAS, dirigé par M. Lansana Gangui Sakho. Je serai tout à l'heure avec M. Konaté pour aller visiter d'autres centres d'épuration. Nous allons découvrir le projet d'assainissement de la Cité Soleil. Ce projet a un impact sur 16 quartiers de la commune de Dalifort. Monsieur le directeur des études et de la planification, parlez-nous de ce projet d'assainissement de la Cité Soleil. Ce projet concerne pas Cambérène, mais plutôt la Cité Soleil. Pourquoi Cambérène? Puisque la commune de Dalifort, avec ses 16 quartiers dans la Cité Soleil, doit disposer d'un système d'assainissement des eaux usées, dont les eaux usées doivent être refoulées au niveau de la station d'épuration de la Cambérène pour traitement. Que je viens de visiter d'ailleurs. Voilà, donc là, comme vous le voyez, nous sommes sur le site qui présente globalement la conduite de refoulement en cours de mise en œuvre et qui devra être accordé à la station d'épuration de Cambérène. Donc si je peux vous revenir sur le projet est un projet financé par la BADEA et l'OFIT. La BADEA, quel est son montant financier? Alors c'est un projet qui finance à environ 9,5 milliards, 9 milliards et qui a 3 composantes. Une composante d'assainissement des eaux usées qui a permis à ce jour d'avoir connecté l'ensemble des 16 quartiers de la commune sur le premier volet, avec 2 stations de pompage et cette conduite de refoulement qui doit évacuer les eaux usées vers la station d'épuration de Cambérène. Une deuxième composante de drainage des eaux pluviales qui nous a permis de réaliser à peu près 6,5 km de réseau de drainage des eaux pluviales qui est déjà opérationnel depuis l'année passée. Et une troisième composante qui nous a permis, au-delà de ces 2 composantes d'assainissement, d'avoir réalisé à peu près 13,5 km de voirie. Alors, monsieur le directeur d'exploitation, cette zone-là, Dalifort, est souvent impactée par les eaux véritablement pluviales, par l'hivernage. Quel est l'impact de ce projet-là dans le système d'assainissement de Dalifort? Voilà, il faut juste rappeler que la commune d'Dalifort elle est assise sur une nappe d'eau. Voilà, sur la zone des Niayes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont du mal à pouvoir infiltrer les eaux, évacuer les eaux. Donc, au premier pluie, la nappe est tellement chargée que les eaux remontent au niveau des maisons, ce qu'on appelle avec le phénomène de remontée capillaire. Donc, si vous prenez le cas de certains ménages, ils parviennent des fois à réaliser quelque chose comme 3 à 4 vinages mécaniques durant le mois. Donc, compte tenu aussi des impacts négatifs des inondations. Alors, ce projet, son objectif, c'est non seulement de régler les problèmes de drainage des eaux pluviales, mais aussi ça permet de contribuer à l'assainissement des eaux usées ménagères, qui permet aujourd'hui à tous les ménages d'éliminer les fosses et de voir le cadre de vie assez assaini. Alors, nous allons poursuivre cette immersion-là au cœur de Dalifort. Téléspectateurs
d'immersion de cette Afrique. Nous sommes à la cité Hacienda avec M. Kader Konaté, directeur de la planification et des études de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Alors, M. Konaté, je vois qu'il y a des voiries. Vous me dites que ces voiries-là sont pour les eaux pluviales, les autres sont pour les eaux usées, et que l'Office national des assainissements du Sénégal est allé même jusqu'à réaliser des pavages véritablement que voici et des trottoirs. Parlez-nous véritablement de votre action ici à la cité Hacienda. Voilà, donc comme je vais les expliquer à l'entente de mes propos, à l'image de ce qui est réalisé à la cité Hacienda, c'est ce qu'on a réalisé un peu partout dans les 16 quartiers de la commune de Dalifort. Ah, excellent. Puisque le projet en soi comporte 3 composantes. Une première composante d'assainissement des eaux usées. Donc si vous voyez les regards qu'on a ici au milieu, ça démontre qu'on a réalisé le réseau des eaux usées. Donc le réseau des eaux usées est réalisé et les petites plaques là montrent que toutes les maisons sont connectées à l'égout. Alors tout à l'heure nous étions sur ce qu'on appelle une grille avaloir qui démontre à souhait qu'il y a l'existence d'un réseau de drainage des eaux pluviales. Donc hormis le réseau des eaux usées, le quartier il est drainé du point de vue eau pluviale. Et avec ces 2 réseaux là aussi, on a dû compléter en réalisant la voirie. Donc toute la voirie que vous voyez ici, elle est complètement et intégralement réalisée par le projet. Donc c'est la voirie en pavé autobloquant avec les trottoirs et les bordures. Et ça à l'image de tous les 16 quartiers de la commune. Vous qui nous regardez dans votre émission L'immersion de cette Afrique, alors nous voici après Cambérène, après Dalifort, nous sommes aujourd'hui à la Médina. Qu'est-ce que l'Office national de l'assainissement du Sénégal est en train de faire ici à Médina? Nous sommes actuellement au niveau de la base de chantier du projet de renouvellement de réseau au niveau de la zone de Médina, Rebeuss et Gueule Tapée. Donc Médina, Rebeuss et Gueule Tapée sont 3 zones, 3 quartiers de Dakar qui disposent déjà d'un réseau d'assainissement depuis 70 ans. Et compte tenu de la nature des canalisations qui sont en amiante ciment, ce réseau aujourd'hui est assez vétus et connaît assez fréquemment des problèmes de casse de conduite. Donc aujourd'hui, le réseau étant vieillissant et créant aussi beaucoup de désagréments au niveau de la voie publique, c'est de notre devoir quand même de procéder à son renouvellement. Nous avons ici la zone de projet. Donc toute cette partie-là, c'est la zone de Médina, qui est la partie la plus importante du projet. On a ici la partie Gueule Tapée et la partie Rebeuss. Voilà. Donc c'est un projet, comme je disais, qui est financé par le concours de la BADEA avec une contribution de l'État du Sénégal. On vous a plongé au cœur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, dirigé par M. Lansana Gagny Sakho, qui véritablement va nous accorder une petite interview. D'abord, je pense que l'ONAS a un rôle plus étendu que le traitement des eaux usées. Nous participons de façon globale à l'amélioration des conditions de vie des populations, du cadre de vie de façon précise. Avec le Covid-19, l'assainissement, c'est un service public. Il doit être continu, il doit continuer à fonctionner parce que justement, personne ne sait si le virus survit dans les eaux usées ou pas. Donc il faudrait qu'on améliore toutes les diligences. La première chose que nous avons faite justement, c'est de protéger notre personnel, mettre en place toutes les mesures sécuritaires pour que l'exploitation puisse continuer à fonctionner correctement. Et pour ça, nous avons fait beaucoup de réunions de prévention. Nous avons, entre nous, évité les contacts physiques en faisant des réunions par vidéoconférence, mais surtout en sensibilisant de façon très, très importante notre personnel. Au niveau de la direction générale, nous travaillons peut-être avec 20% du personnel. Tous les autres travaillent à la maison. Au niveau de l'exploitation, nous avons pris des mesures très importantes pour assurer la continuité de service qui
aujourd'hui a quand même montré que nous avons su nous adapter très très rapidement à cette situation de pandémie. Voilà, le principe, on est venu qu'il y ait un accompagnement du début à la fin, nous sommes disposés à le faire. Aujourd'hui, nous travaillons avec certains, mais pas tous. Malheureusement, c'est quand les cités sont terminées que les promoteurs viennent nous approcher. Mais le code de l'assainissement, comme le code de l'urbanisme, est très clair. Quand vous faites une cité, à la base, vous posez les VRD et l'assainissement fait partie des VSD. Des VRD. Les règles ne sont pas toujours respectées, malheureusement. Mais je pense qu'on va, nous, ONAS, nous rapprocher beaucoup plus avec des promoteurs immobiliers pour arriver à trouver des solutions, pour éviter des erreurs du passé. L'exemple de Diamniadio est patent. Nous nous sommes rapprochés de l'ensemble de ce qu'on appelle les développeurs pour les accompagner, pour que après le Sénégalais lambda qui va acheter sa maison n'ait pas à gérer des problèmes d'assainissement. Ça n'était pas la règle avant, mais je pense que nous avons beaucoup avancé dans ce domaine. Les codes de l'assainissement existent, le code de l'urbanisme existe, mais je pense que ce code devrait être un peu amélioré pour permettre d'avoir une plus grosse implication de l'ONAS. L'État fait de gros investissements dans le domaine de l'assainissement. Aujourd'hui, nous sommes à près de 300 milliards de francs CFA, mais je pense que si on avait réglé ce gap, il y a une césure en fait en réalité, mais si l'ONAS était un peu plus impliqué, je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de problèmes, mais nous sommes en train de travailler dessus. Il s'agit justement de faire certains arrangements institutionnels qui devraient permettre d'arriver à éviter ça. Oui, les populations, je pense que c'est peut-être nous qui ne travaillerons pas forcément dans le sens de la sensibilisation. Dans beaucoup de cas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quels sont les bons comportements, mais nous travaillons beaucoup dans le sens de sensibilisation. Cette question appelle aussi à ce qu'on revienne sur l'assainissement autonome. Si on avait des systèmes d'assainissement autonome, on n'aurait pas besoin de travailler dans une logique de sensibilisation. Parce que tous les problèmes dont nous nous plaignons, le vol des plaques, on transforme les égouts en poubelles, la construction sur les emprises. Si on avait des systèmes d'assainissement autonomes, on n'aurait pas à faire face à ces difficultés. Cependant, nous allons continuer le travail de sensibilisation, d'explication. L'ONAS tout seul ne pourra jamais arriver à régler tous les problèmes que nous avons. Il faut forcément qu'il y ait un accompagnement des populations. Les maires du Sénégal le font déjà, l'association des maires du Sénégal, l'AMS. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus bas, à une échelle plus basse, pour discuter avec les populations. On entend souvent, je ne sais pas ce que vous appelez souvent, ça peut arriver que les gens se plaignent. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un centre d'appel et nous avons des standards en termes de réponse. C'est 3 heures. Au bout de 3 heures, on doit réagir. Mais la question, c'est qu'il faut se poser pourquoi il y a des problèmes. Parce que s'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas besoin d'intervenir. 90%, je dis bien 90% des problèmes d'assainissement que nous rencontrons, pour lesquels les populations nous appellent, sont dus à des comportements de ces mêmes populations. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'ils mettent dans les conduites des choses qui ne doivent pas y aller. Une conduite, ce n'est pas une poubelle. Deuxièmement, ils construisent sur les emprises des choses qui ne doivent pas se faire. Mais troisièmement, les réseaux sont vandalisés. C'est les 3 principales raisons qui font que nous sommes très souvent appelés à intervenir. Il y a quand même d'autres problèmes qu'il faut souligner. Les réseaux sont assez vétustes. La plupart datent des années 60, 70, comme celui des parcelles Médina, Gueule Tapée, Fass, Colobane, Plateau. C'est dans les années 60. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les réseaux ont vieilli, les populations ont été multipliées par 4 ou par 5. Vous voyez? Après, le réseau qui est posé sur place n'arrive plus à supporter la pression des débits d'eau usée ou d'eau pluviale qui y passent en réalité. Donc il y a 2 problèmes majeurs.
L'un, c'est la vétusté du réseau, mais le bon côté, c'est que nous avons commencé à travailler pour le remplacer. Le second, c'est en 90%, comme je vous ai dit, des problèmes que nous avons dans les réseaux sont dus à des problèmes de comportement des populations. Mais c'est notre travail de continuer d'expliquer. Ça veut dire que si les gens avaient les bons comportements, peut-être qu'ils n'auraient même pas besoin d'appeler le centre d'appel. Mais il arrive, c'est vrai, qu'il y ait des temps de réponse qui soient relativement lents. Mais nous avons ce qu'on appelle un centre d'appel, nous avons des standards en termes de réponse, c'est 3 heures. Nous avons une mission de service public, une mission très ingrate bien sûr. L'assainissement, je pense que c'est un des métiers les plus ingrats. Mais nous avons pris le choix, nous avons fait le choix, nous, employés de l'ONAS, d'exercer ce métier ingrat, donc nous en assumons toutes les grandes conséquences. Ce que je dis simplement, c'est que notre ambition, c'est que les populations soient dans un cadre de vie adéquat, soit dans des conditions de santé, mais ça, pour qu'on y arrive, il faut évidemment que ces populations nous aident aussi. Mais le mot de la fin, c'est de dire que nous sommes dans un contexte très très difficile, un contexte de pandémie. La responsabilité, elle est individuelle, mais également collective. On ne peut pas sortir de cette pandémie si nous ne respectons pas les barrières. Et je pense que cette pandémie doit être une leçon pour tout le Sénégal, pour l'Afrique en général. Si on sort de cette pandémie, nous continuons à fonctionner de la même façon, c'est qu'on n'aura absolument rien compris. Je pense qu'il faudrait un déclic très important au niveau de nos mentalités si nous voulons arriver à faire partie de ce qui compte dans le monde de demain.